Une vie, une œuvre, Maria Montessori, 1870, Italie, 1952, Pays-Bas. Un père comptable, une mère au foyer, Maria Montessori est l'enfant unique de parents catholiques et bourgeois. Extrêmement brillante, elle se passionne pour les sciences et à 16 ans, obtient son premier diplôme sur la voie d'ingénieur. Un tel choix est peu admissible, son père est furieux, sa mère la soutient, et 10 ans plus tard, elle est une des premières femmes médecins en Italie. La vie met d'autres défis sur sa route, dont une grossesse en dehors des liens du mariage. Son travail l'amène à Rome, dans une clinique psychiatrique. Confrontée à des enfants fragiles, elle les observe et met en œuvre ce qui pourra révéler leur potentiel, y compris en menant une recherche universitaire. Sa méthode d'enseignement transforme des enfants abandonnés en enfants ayant plaisir à apprendre et peut-être à vivre. Sa pédagogie d'avant-garde se répand dans le monde entier. Johanna Bedeau signe, avec Marie-Laure Ciboulet, Une vie, une œuvre, Maria Montessori. Je crois qu'elle a à peu près tout transgressé. On est au début du XXe siècle, lorsqu'elle éclot, si je puis dire. La situation de la femme au début du XXe siècle, voilà, on la connaît bien. C'était même dans tout le courant des pédagogies actives nouvelles, c'était la seule femme. Et si elle n'avait pas eu cette force-là, voire ce vindicte-là, peut-être n'aurait-elle jamais pu imposer quoi que ce soit. Tous les efforts qu'on a fait pour les enfants, ça a été pour l'hygiène physique, jusqu'ici. Nous avons commencé, je crois, un chapitre nouveau que c'est l'hygiène psychique de l'enfant dès la naissance. Nous avons eu au commencement des enfants de 3 ans jusqu'à 6 ans qui nous ont fait des révélations vraiment touchantes, de pouvoirs inconnus dans l'enfant. Je pense que c'est quand même un génie, parce qu'elle a pu voir, elle a pu comprendre en profondeur qui est l'enfant. Je pense qu'elle avait une intelligence supérieure. Et en même temps, c'était une grande, elle est très courageuse, elle a beaucoup travaillé, beaucoup étudié. Parfois, je dois même avouer qu'elle me fait un peu peur, parce que je pense que, par exemple, une étudiante américaine l'a décrit comme un bateau de guerre. Elle entrait dans une situation comme un bateau de guerre. Donc je crois que c'était une femme très passionnée. Elle n'a pas eu une vie facile, ça c'est sûr. Elle a vraiment quand même sacrifié beaucoup pour ses idées. Maria Montessori, le mystère de l'enfant. Cette approche assez profonde pour elle, ça a été de apporter un regard scientifique à l'éducation pour révéler le potentiel humain. Adrien Roche. De se rendre compte qu'elle est très positiviste, elle croit à la science, elle est au tournant du XXe siècle, elle voit l'apogée de l'ère industrielle, elle a vu le début de l'ère atomique, mais notre aventure individuelle, celle qui fait qu'on part d'un embryon pour devenir un adulte, cette transformation personnelle, cette construction du caractère, là, la science a très peu tourné son regard vers là. Toutes ces forces psychiques qu'on ne voit pas, qui nous sont invisibles, n'ont pas encore été exploitées pour révéler le véritable potentiel humain. Quando si parla di bambino, nel senso che io dico, bisogna prendere veramente il bambino piccolo dalla nascita a 6 anni, perché quella è l'epoca formativa. Sa vision de l'enfant, elle était intéressante parce qu'elle arrive sans préconception. Elle arrive d'abord, ça lui était beaucoup reproché, mais elle est moins une scientifique qu'une empiriste. À savoir qu'elle regarde, et ensuite elle va en tirer une théorie. Et elle a une vision de l'enfant qui n'est pas du tout angélique. Elle n'est pas naïve, au sens où elle ne pense pas que les enfants sont merveilleux, mais ils ont absolument tous le potentiel pour l'être, à condition de répondre à leurs besoins. Si on les traite avec respect, avec dignité, si on va répondre à ce dont ils ont besoin, à leurs véritables besoins psychiques profonds, alors on va voir une transformation extraordinaire apparaître. Elle fait ses études de médecine au tournant du XXe siècle, où la phrénologie est encore en place, à savoir que dans ses premières études d'anthropologie, elle mesure des crânes, elle prend des mesures très détaillées des crânes pour savoir si c'est un crâne de criminel, un crâne de psychopathe, etc. C'était la pensée de l'époque. Et elle va très très vite se rebeller contre cette technique de mesure en disant non, les choses ne sont pas déterminées à l'avance. Et elle fait tout le temps un parallèle entre le développement physique et le développement psychique. Maria Montessori dit clairement que l'objectif de la pédagogie doit être de découvrir les lois du développement naturel de l'enfant pour pouvoir être à leur service.
Elle dit toujours que la pédagogie Montessori, c'est suivez l'enfant. Ce qui ne veut pas dire faites ce qu'il vous dit. Ça veut dire que votre objet d'étude, c'est l'enfant. C'est toujours l'enfant qui, au final, l'observation de l'enfant qui vous donnera les réponses sur les questions que vous vous posez sur de quoi est-ce qu'il a besoin. Elle dit qu'elle n'a pas découvert de pédagogie et qu'elle s'est contentée de suivre ce que l'enfant lui demandait. Charlotte Poussin. L'ensemble de sa démarche est tout de même assez humble. Elle ne considère pas avoir créé une pédagogie. Elle cherche et en cherchant, elle voit ce qui existe, elle prend, elle améliore. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Oui, tout à fait. Elle tâtonne. C'est le principe de l'apprentissage. Essai, erreur. Poser des hypothèses, les vérifier et puis continuer à avancer. C'est une pensée, c'est une manière d'être qu'elle propose. Ça n'est pas une recette. Il n'y a pas de mode d'emploi de l'enfant. Le seul mode d'emploi, c'est observer. Lettre à Maria Marini, 21 décembre 1938, Hollande. 18 degrés sous zéro. Je me trouve dans ce petit village isolé. C'est la 3e année que je passe ici. Dans la même maisonnette avec des poutres en bois, pour le moment entourée par la neige qui recouvre tout. Ce froid intense que je n'avais jamais senti aussi fort est intéressant. Ses conséquences sont totalement nouvelles pour moi. Par exemple, j'avais laissé un panier avec des pommes de terre dans une petite grotte exposée au froid et j'entends des bruits de pierres qu'on lance par terre. Ce sont les 2 Mario, père et fils, qui jetaient par terre ces patates qui sont devenues de vraies pierres. Puis ils m'apportent un oignon qui semblait frais, mais seulement un couteau et un marteau ont réussi à le casser. Quel fait étrange. Tu le savais, toi, que de telles pétrifications se produisaient ? Très tôt, elle a fait des études qui étaient destinées aux garçons. Patricia Spinelli. À 12 ans, 12-13 ans, elle était déjà dans un collège de maths, physique, chimie, où il y avait que des garçons. Elle a continué après en faisant une licence de maths, physique, je crois. Il y avait que des garçons. Elle a fait médecine. Il y avait que des garçons. Et puis finalement, c'est le pape, en fait, qu'elle a été voir en Italie et qui l'a écouté et qui a estimé qu'effectivement, que les femmes pouvaient être médecins. Alexandre Moreau. Et donc, elle a écrit, alors je ne sais pas si c'est au directeur de l'université ou au ministère, enfin, et cette lettre du pape lui a permis de rentrer à l'université. Lorsqu'elle arrivait dans les amphithéâtres de médecine, elle se faisait siffler par les garçons qui étaient là. Elle la regardait droit dans les yeux, elle leur disait « Soufflez, messieurs, soufflez. Plus vous soufflerez, plus j'irai loin. » C'était extrêmement compliqué parce qu'effectivement, quand elle a dû aller là, il y avait par exemple des moments où il fallait faire la dissection de cadavres. Là, et donc, elle n'était pas autorisée à faire ça en présence des hommes. Donc, elle devait y aller la nuit. Et comme les cadavres, le soir, commençaient à se décomposer très fortement, donc elle fumait pour essayer d'enlever les odeurs. Enfin, elle avait une volonté absolument incroyable. Je crois qu'elle a réalisé le désir de sa mère. Sa mère est d'une famille de scientifiques. Sa mère est d'une famille de grands lettrés, je crois, et de chercheurs. Et sa mère n'a pas fait d'études. Et elle a toujours poussé Maria Montessori à faire des études. Son grand-oncle maternel, qui était à la fois biologiste et géologue, Philippe Mérieux, a eu une influence absolument déterminante sur elle, puisque c'est avec l'appui de ce grand-oncle que Maria Montessori va réussir à braver les demandes de son père qui voulait lui faire suivre une école littéraire, comme toutes les filles de l'époque, pour aller s'inscrire dans l'équivalent d'un lycée technique en Italie, où elle était quasiment la seule fille. C'est grâce à l'appui de ce grand-oncle maternel qu'elle va aller ensuite en médecine. Lorsqu'elle est étudiante en médecine, elle va faire un stage à l'hôpital psychiatrique, à la clinique psychiatrique de Rome. Et lorsqu'elle arrive à la clinique psychiatrique, elle se rend compte que ce soit les enfants, les adultes, tout ce petit monde est mélangé. Et ça l'effraie un peu. On est en 1894. Vous imaginez, les malades mentaux peuvent être encore attachés au sol, enchaînés, ou camisoles de force attachées à leur lit, etc. Ça devait être absolument épouvantable. Et là, elle voit les enfants, les adultes, tout ça vit ensemble, les chambres, c'est les mêmes, etc. Et je crois que ça l'a profondément choquée et horrifiée. Donc son premier travail, et elle va l'obtenir du directeur de la clinique, c'est qu'on sépare les enfants des adultes. Et je pense qu'on peut dire qu'elle a créé finalement en Italie le premier service de pédopsychiatrie. Et du coup, il va lui demander de s'occuper des enfants. Et c'est là où elle commence ses observations. Elle était là un jour à la clinique, et puis c'était la fin du repas, je crois. Et puis il y avait un petit enfant qui était par terre et qui commençait à ramasser les miettes de pain qui restaient, et puis qui commençait à les manipuler, les manipuler. Et la dame de service qui était là lui dit
Vous avez vu, ils sont comme des animaux, ils ramassent les miettes par terre pour les manger. Mais Maria Montessori a vu tout autre chose, parce qu'il n'était pas en train de les manger, les miettes. Il était en train de les manipuler. Et c'est là où elle a eu cette fulgurance et cette première attention de se dire, les enfants, ils ont besoin d'avoir des objets dans les mains. Ils ont besoin de manipuler quelque chose. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à apporter des jouets. Et elle a vu les enfants se transformer. Évidemment, vous enfermez des enfants dans une pièce, malades mentaux ou non, qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent, voilà, ça dégénère très vite. Vous leur donnez des objets, ils s'organisent. Et c'est ce qu'elle va déclarer dans sa conférence en 98, 4 ans plus tard, au Congrès pédagogique de Turin, où elle va dire les enfants malades mentaux ne sont pas des hors-la-loi. Ils ont droit à tous les bienfaits de l'instruction. Nous devons rendre à ces malheureux leur dignité d'être humain. C'est-à-dire qu'elle met la société en face de ses responsabilités. Et elle ajoute, la thérapeutique, elle est peut-être plus pédagogique que médicale. Et c'est là où du coup, le ministre de l'Éducation nationale, à la suite de cette conférence, va lui confier la direction de l'école orthophrénique. L'école orthophrénique accueillait des enfants déficients sensoriels, déficients mentaux, déficients sociaux sûrement aussi. Et quand elle arrive à l'école orthophrénique, elle arrive dans une école. On lui demande de former des enseignantes. Et elle est médecin, elle a fait des mathématiques, physique, chimie, elle est médecin. L'enseignement, elle a encore jamais fait. Elle continue à pratiquer la médecine elle continue à pratiquer la médecine par ailleurs. Je pense qu'elle a un cabinet à elle. Elle a lâché la médecine en 1910. Et donc, elle arrive à l'école orthophrénique, elle est très démunie. Et c'est une école élémentaire. Donc, elle va s'intéresser à ce qu'ont fait les autres, et c'est là où elle découvre les travaux d'Itard et de Seguin. Donc, elle vient en France. Elle va traduire le rapport d'Itard, ce qu'il a fait sur Victor, en italien. Victor le sauvage de l'Aveyron, c'est cet enfant sauvage qu'on a retrouvé en 1793, je crois, en Aveyron, et qui est un enfant qui vivait tout seul, tout nu, à 4 pattes, dans la forêt. Et après, elle va s'intéresser au travail de Seguin, qui est un élève d'Itard, qui est aussi un médecin, et lui, il avait ouvert une petite école rue Pigalle à Paris, et il avait inventé un matériel sensoriel. C'est vraiment le point de départ parce que elle va recopier ce livre de Seguin en le calligraphiant. En le calligraphiant, et le livre de Seguin, c'est 300 pages, c'est pas le rapport de 50 pages d'Itard. Et elle écrit dans la première pédagogie scientifique, elle écrit qu'elle le recopie en le calligraphiant pour prendre le temps de s'inspirer, de comprendre la pensée de l'auteur et de penser à partir de ce que lui a pu penser. Donc elle a repris tout ce matériel. Christian Maréchal. Elle l'a remis avec ses enfants déficients et elle les a fait manipuler avec ce matériel et elle s'est rendue compte que les enfants ont développé leur intelligence. À l'école orthophrénique, elle va y passer 2 ans. Elle y arrive en 98, elle en part en 1901. Mais pendant ces 2 années-là, elle a eu... Tout est fulgurant chez Montessori, quand même. Tout est fulgurant jusqu'en 1909. Elle y reste 2 ans, et en ces 2 ans, elle a eu le temps de faire construire le matériel de Seguin par un fabricant italien, puisque elle voulait pratiquer elle-même avec les enfants cette affaire-là. Oui, elle délègue peu, elle a jamais délégué beaucoup Montessori. Elle a beaucoup expérimenté par elle-même. Et là, elle fait construire son matériel et elle le donne à ses enfants. Et en 2 ans de temps, même pas, en 1 an et demi de temps, eh bien, ces enfants déficients, un certain nombre avaient appris à lire, à écrire, à compter, c'est-à-dire le contrat qu'on lui demandait. Donc, elle s'est dit qu'elle allait faire passer le diplôme de fin d'études, vraisemblablement, de fin d'études primaires aux enfants. Alors, tout le monde s'est moqué d'elle, quand ils l'ont vue arriver avec ses enfants dits idiots à l'époque. Sauf qu'à la fin, non seulement, ils ont pratiquement tous eu les examens, mais ils les ont eu mieux que les enfants normaux. Et elle écrit elle-même dans la première édition de la pédagogie scientifique, tandis que tout le monde admirait mes idiots, moi je me demandais bien ce qu'on pouvait faire avec les enfants normaux à l'école normale. C'est-à-dire que c'est là où elle a compris que vraisemblablement, on pouvait développer le potentiel humain. Et pour moi, ça c'est un tournant capital dans la vie de Maria, parce que du coup, je pense que c'est à ce moment-là que son intérêt pour les enfants normaux apparaît. Ce
qu'on sait, c'est que dans cette fameuse école qu'elle a créée, l'école d'orthophonie, elle était co-directrice avec Giuseppe Montesano, qui était effectivement son collègue, avec qui elle s'entendait sûrement très très bien, puisque elle a écrit beaucoup d'articles avec lui, ils ont beaucoup travaillé à deux, et à mon avis ils s'entendaient tellement bien qu'effectivement, voilà, elle a quand même été enceinte de Giuseppe Montesano, mais voilà, Giuseppe Montesano, lui, il avait toute sa famille qui lui disait cette femme est brillante, cette femme va t'écraser, méfie-toi de cette femme, et lui, ben, il a écouté sa famille. Alors effectivement, elle attendait la reconnaissance de Montesano, qu'il lui a jamais vraiment donné. Alors quand sa grossesse a commencé à se voir, et bien évidemment elle s'est cachée, parce qu'à l'époque une fille mère, c'était terrible quoi, c'était vraiment terrible. Donc elle a quitté l'école d'orthophonie, elle est allée à la campagne, elle a accouché seule. Voilà. Et alors après, eh bien, il y a eu sa mère, Rénilde, qui lui a dit, mais il faut que tu te bagarres. Et je crois qu'il y a eu un grand dilemme. Et en fait, elle revient pour s'occuper des enfants des autres, quelque part. Donc elle lâche son fils. Apparemment, ce serait sa maman, Renilde, Martine Gilsoul, qui l'a vraiment poussé à entreprendre sa carrière et donc à donner cet enfant en nourrice à la campagne. Alors, Montesano va faire quelque chose qui est très important à l'époque, c'est qu'il va reconnaître l'enfant, parce que si l'enfant n'est pas reconnu, il n'a aucune légitimité, il est personne en fait, il n'existe pas. Donc Montesano va au moins faire ce geste-là, il va jamais voir l'enfant, mais au moins il va lui donner son nom. Mais Maria Montessori était sous le choix et l'emprise de Montesano, c'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, il le change de nourrice, il va le placer dans une école, et Montessori n'est pas au courant, elle va arriver chez la nourrice, et puis la nourrice, voilà, l'enfant n'est plus là, c'est Montesano qui décide de tout, et elle n'a pas son mot à dire, et elle sait qu'elle ne peut rien dire. Donc malgré toute l'énergie qu'elle va donner, et on sait que en 1898, elle militait pour la libération de la femme. Mais malgré tout, elle-même, elle est sous cette emprise. On dit que c'est elle qui place son enfant, mais c'est Montesano qui place l'enfant. Et Montesano, après, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va se marier avec une autre femme. Voilà, et en fait, il va la laisser tomber quelque part. Il s'était juré avec Montesano qu'aucun des deux n'allait se marier par la suite. Et quand elle apprend que Montesano se marie, elle coupe vraiment le rapport. Et ici, à Rome, la légende dit qu'elle est restée 3 jours sans manger, sans boire. Et après 3 jours, elle est sortie de sa chambre et elle était vêtue de noir. Quelques années après, dans une conférence, elle parle de l'amour et elle dit vraiment la pire, ce n'est pas tellement d'avoir été trahi, mais c'est de comprendre que la personne que vous aviez aimée n'est pas celle que vous croyez qu'elle était. Et donc, ça l'amène aussi à une rupture nette au niveau professionnel. Donc c'est pour ça qu'à un moment, elle quitte tout. À un moment, elle abandonne tout, elle abandonne l'école d'orthophonie, elle démissionne de tout ça, et d'ailleurs, personne ne comprend. Le seul qui peut comprendre, c'est Montesano. Parce que lui, il sait pourquoi. Elle comprend que Montesano, il va faire sa vie ailleurs, donc elle préfère couper tous les ponts et quitter l'école et faire son propre chemin. C'est pour ça qu'elle va reprendre des études, qu'elle va être licenciée en biologie, qu'elle va avoir une chaire d'anthropologie à l'Université de Rome, et après, elle va créer en 1907 San Lorenzo. San Lorenzo, ça arrive en 1907. En 1907, il y a le maire de Rome et puis un directeur qui possède des immeubles un peu à l'extérieur du mur de Rome. Maintenant, San Lorenzo, c'est juste derrière la gare centrale. À l'époque, c'était hors les murs. Effectivement, c'est juste derrière la muraille. Hein. Et c'était un quartier défavorisé de Rome, très délabré. Il voulait restaurer les immeubles. Et il se rendait bien compte que si personne ne prenait en charge tous ces petits-enfants qui étaient là et qui n'étaient pas scolarisés parce qu'il n'y avait pas d'école maternelle à cette époque-là, qui restaient dans les couloirs, dans les escaliers, dans les cours, si personne ne les prenait en charge, s'y réhabilitaient, très vite, ça allait se dégrader à nouveau. Donc c'est le maire de Rome qui connaissait bien Maria Montessori, qui connaissait bien ce directeur des biens immobiliers romains, qui demande à Maria si elle accepterait de prendre en charge ses petits-enfants. Alors je crois qu'elle a accepté, en demandant carte blanche, mais ça, de toute façon, ça pouvait pas être autrement, qu'on la laisse faire ce qu'elle a envie de faire. Et la première chose qu'elle a demandé, c'est qu'on construise des petites chaises et des petites tables adaptées à la taille et force des enfants. Et ça, c'est ses études d'anthropologie, parce que l'anthropologie de l'époque, c'était de l'anthropométrie. On mesurait beaucoup. Donc elle fait construire des petites tables et des petites chaises, et puis, eh bien, au début, les petits-enfants, elle connaît pas, elle a jamais travaillé avec. Qu'est-ce qu'on donne à des petits-enfants ? Des jouets. Donc elle apporte des jouets. Et puis elle a toujours son idée quand même derrière la tête, hein, comment développer le potentiel humain. Ça, c'est devenu sa question. Et je pense que ce qu'on appelle aujourd'hui la pédagogie Montessori, c'est la réponse à cette question.
comment développer le potentiel humain. Au début, elle avait des jouets, et puis, petit à petit, elle va apporter le matériel de ce gain. Comment elle fait? Elle forme des instituteurs sur place, elle cherche en même temps qu'eux, elle les guide. Il y a quoi? Il y a 20, 30, 40 enfants? Comment ça fonctionne? Il y en a énormément, il y en a au moins 40, c'est pas plus. Et alors, elle avait une ou deux maîtresses, oui. Alors, c'est bien elle. Je crois qu'elle les avait pris analphabètes. Comme ça, elle s'est dit, elles vont pas contaminer en quoi que ce soit les enfants. Avec d'anciennes méthodes. Voilà. Ça lui ressemble bien de faire des choses comme ça, vous voyez. Ce qui est arrivé restera toujours un mystère pour moi. J'ai essayé depuis de comprendre ce qui s'est passé chez ces enfants. Il n'y avait rien de ce qu'on trouve maintenant dans les maisons des enfants. Il y avait seulement de grandes tables de bois brut. Je leur ai apporté quelques-uns des matériels qui avaient servi pour notre travail en psychologie expérimentale, ce que nous utilisons aujourd'hui comme matériel sensoriel. Et je voulais seulement étudier les réactions des enfants. J'ai demandé à la femme qui en était chargée de n'interférer en aucune façon, sinon je ne pourrais pas les observer. Personne ne les aimait. Moi-même, je n'allais les voir qu'une fois par semaine. Et puis, on était au début du XXe siècle, les enfants de San Lorenzo, ils sont pas très soignés, Montessori, c'est un médecin, Pasteur, il vient de faire toutes ses découvertes sur les microbes, etc. Donc, à l'entrée de l'école, elle met des cuvettes et des petits brocs, et les enfants, ils rentrent dans l'école, mains propres, visage propre et coiffés. Voilà, on rentre dans un lieu de culture propre. Et un jour, elle était là, et elle voit un petit enfant qui se lave les mains comme d'habitude, et puis au lieu de rentrer comme d'habitude, eh bien, il recommence. Et puis, il se lave les mains plusieurs fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à chaque fois qu'il recommençait, vous voyez, il avait une expression différente. C'est-à-dire qu'il était en train de se concentrer sur ce qu'il faisait et sur ses mains. Et ça l'a beaucoup intriguée. Elle regardait cet enfant et elle se dit, mais cet enfant, il recommence son activité non plus pour avoir les mains propres. Ça, c'était réglé la première fois qu'il s'est lavé les mains. Donc, ce n'est pas pour le but extérieur, mais c'est donc que quelque chose le motive de l'intérieur. Et ça, c'est la force de Maria Montessori. Quand elle ne comprenait pas quelque chose, elle s'arrêtait et elle se mettait à réfléchir. Parce que ce qui n'a pas de sens pour nous, en a pour l'enfant. Combien d'entre nous, et je m'inclus dedans bien évidemment, auraient dit à cet enfant, « Mais qu'est-ce que tu fais toi là? Tu veux bien rentrer s'il te plaît? Tes mains sont propres. Dépêche-toi. » Et ce qu'elle expliquera par la suite, c'est que c'est grâce à ça qu'elle a fait les découvertes qu'elle a faites. Ces découvertes, c'est 2 choses. Sa principale découverte pour moi, c'est le phénomène de la concentration chez l'enfant. La polarisation de l'attention et la concentration chez l'enfant. Et elle dira, la conséquence de la concentration, c'est l'éveil du sens social, donc la socialisation qui en découle. Ça, c'est une de ses premières découvertes. Sa deuxième découverte, alors c'est pas une découverte, mais sa contribution expérimentale, comme elle dit, c'est la transposition des périodes sensibles de la biologie à la psychologie. Voilà. Et ça, c'est San Lorenzo aussi. Elle s'est rendue compte que quand on travaillait de cette manière, donc quand on travaillait avec des âges mélangés, avec le matériel, développer l'autonomie, développer la volonté, elle s'est rendue compte déjà d'une chose, elle a découvert quelque chose qu'elle a appelé la polarisation de l'attention. C'est un terme assez bizarre, mais c'est comme ça qu'elle l'a nommé. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte que l'enfant de 3-6 ans, il avait une façon de travailler très différente de l'adulte. Nous, adultes, et même les enfants un peu plus grands, quand on veut construire, par exemple, une cabane pour les petits oiseaux, eh bien, on construit notre cabane, donc on achète nos planches, on la construit, mais quand notre cabane est terminée, on va l'accrocher dans l'arbre et notre travail est fini. Or, l'enfant de 3-6 ans, je devrais plutôt dire de 3 à 4 ans et demi, 5 ans, il n'a pas du tout la finalité de l'activité. C'est-à-dire que si par exemple il lave une table, il va laver sa table, mais quand il aura fini, il va répéter l'activité et il va relaver souvent la même table. Et donc, c'est le phénomène qu'elle a mis en place. On le retrouve dans la pédagogie scientifique tome 2. Elle en fait tout un chapitre qu'elle a appelé « Ma contribution expérimentale ». Et là-dedans, elle explique ce phénomène de l'attention. Mais c'est là où elle a découvert, il est allé plus loin, c'est qu'elle a vu que c'était une activité qui était individuelle
Et que quand l'enfant répétait cette activité individuelle, eh bien, il était beaucoup plus ouvert vers les autres. C'est-à-dire que quand il s'arrêtait, il était beaucoup plus respectueux vers les autres, il aidait les autres, il avait une attitude de respect vis-à-vis des autres, et donc il y avait un côté énorme qui s'ouvrait chez l'enfant. Et donc, elle va dire que l'activité sociale, eh bien, ça part de l'activité individuelle. Ce qui l'intéresse beaucoup, c'est la question de l'instinct. Elle travaille beaucoup sur l'éthologie et la question des animaux, et de voir est-ce que les humains ont des instincts. Elle s'intéresse à faire des comparatifs entre qu'est-ce qui est la spécificité de l'homme. Adrien Roche. Et les périodes sensibles, c'est un terme qu'elle reprend à l'entomologie, où elle montre que certaines chenilles, quand elles sont chenilles, sont attirées par la lumière, ce qui va les emmener au bout de la feuille, là où la feuille est la plus tendre, et correspond à leurs besoins à ce moment-là. Alors qu'à l'inverse, quand elles sont papillons, elles vont être attirées par l'ombre, ce qui les met à l'abri des prédateurs et leur permet de pondre leurs œufs à un endroit protégé. Et c'est ça qu'elle utilise comme métaphore pour dire que l'enfant, de la même manière, va avoir des pulsions absolument inconscientes. Il ne choisit pas d'être attiré par quelque chose, mais c'est quelque chose qui est à ce moment-là nécessaire et utile à son développement. Maintenant, la psychologie évolutionnaire montre qu'effectivement, on peut avoir des comportements instinctifs assez complexes qui ont été sélectionnés par l'évolution, qui sont complètement inconscients, mais qui nous sont nécessaires à ce moment-là. Elle montre par exemple que typiquement l'attirance pour le langage, c'est la plus importante des périodes sensibles. L'enfant a une fenêtre d'opportunité pour apprendre le langage de 0 à 6 ans, qui est elle-même composée de sous-fenêtres d'opportunité. Je parle de fenêtres d'opportunité parce que justement elle se ferme. Un des aspects les plus critiques des périodes sensibles, c'est qu'une fois qu'on a raté ce moment de grande sensibilité, c'est beaucoup plus difficile pour l'enfant d'apprendre. De même manière, Maria Montessori remarque que les enfants sont extrêmement sensibles à l'ordre. Il y a une petite période dans leur développement cognitif où ils ont besoin que les choses soient absolument fixées à la même place, qu'il y ait des rituels qui se répètent, et ça correspond à ce moment-là à un besoin de développement de leur sens logique. On va savoir qu'on peut compter sur l'univers pour se comporter de façon à peu près régulière sans me faire trop de surprises, et qui leur permet également de construire un sens de la sécurité. Si je sais que toutes les fois où je reviens à cet endroit, les mêmes choses s'y trouvent, alors je peux aussi aller explorer plus loin. Une fois que j'ai une certaine confiance dans mon environnement immédiat, ça me donne la force et la sécurité pour aller explorer à distance. Donc elle repère comme ça un certain nombre de périodes sensibles qui vont être des moments où l'enfant va être attiré par quelque chose d'une manière qui nous semble assez incompréhensible en tant qu'adulte. Et ce que Maria Montessori dit, c'est « faites confiance à la nature ». On les laissait seuls, et peu à peu les enfants se mirent à travailler avec concentration, et leur transformation était évidente. De timides et sauvages qu'ils étaient auparavant, les enfants devinrent sociables et communicatifs. Leur personnalité se développa, et aussi étrange que cela puisse paraître, ils manifestèrent une extraordinaire compréhension, activité, vivacité et confiance en eux. Ils étaient heureux et joyeux. Quand j'entrais dans la pièce, tous les enfants se levaient pour me saluer et crier leur bienvenue. Personne ne leur avait appris les bonnes manières. Et le plus étrange de tout, c'est que bien que personne n'ait pris soin d'eux au point de vue physique, ils affichaient une santé florissante, comme s'ils avaient pris des fortifiants secrètement. Apprendre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Apprendre, c'est prendre pour soi. Ça veut dire qu'on prend pour nous-mêmes. Mais si on n'est pas décidé à vouloir prendre pour nous-mêmes, on prend rien. Donc c'est un peu basique en fait. Ça paraît évident quand on le dit. Christian Maréchal. Donc justement, il faut travailler sur ça. Il faut travailler sur qu'est-ce qui motive l'enfant, qu'est-ce qui l'intéresse, comment je vais l'amener à vouloir travailler. C'est tout l'art de l'éducateur quelque part. Donc il faut observer beaucoup. Parce qu'on va voir qu'il y a des enfants qui vont s'intéresser aux lettres rugueuses, qui vont vouloir prendre le matériel, par exemple. Eh bien, on va le voir, on va l'observer, et puis bien, le lendemain, on va leur dire « J'ai vu que tu étais intéressé par ça. Est-ce que ça t'intéresse? Tu veux qu'on apprenne des lettres ?» D'accord, donc on voit s'il est prêt ou il n'est pas prêt, et puis on va travailler avec eux. Donc voilà, il y a une émulation qui est là, qui est importante, et notre observation, elle prend toute son importance. Je ne peux pas dire à un enfant « Allez, viens, toi, aujourd'hui, on va faire des lettres. » S'il n'a pas envie... J'adore quoi, là? Poterie, je te laisse écrire poterie. Quel rapport il existe justement entre la liberté dont nous parle Maria Montessori, qui a l'air très important, et en même temps la discipline dont elle parle aussi? Alors oui, c'est un peu, on dit Montessori, elle nous dit justement que c'est la même pièce en fait. La liberté et la discipline,
c'est le recto et le verso de la même pièce. C'est-à-dire que pour qu'il y ait... En fait, la discipline, elle va se développer grâce à cette liberté. Alors, il faut faire très attention parce que c'est des détails très très importants. On ne laisse pas les enfants tout faire. Hein. Les enfants, quand ils arrivent à l'école, ils ont déjà vécu 3 ans. Donc, il y a certains enfants qu'il faut aider et qui ont déjà des dérives importantes. Et il faut les aider. C'est Marie Montessori nous appelle, c'est un enfant dévié. Et souvent, ils peuvent pas être libres, ces enfants. Si on les laisse trop libres, voilà, ils sont entraînés par leur déviance et il faut les guider. Donc, pour certains enfants, ça va être telle activité ou cette activité-là et rien d'autre. Par contre, plus on va développer une liberté et plus l'enfant il aura développé sa liberté, eh bien on pourra le laisser de plus en plus libre. Montessori nous dit, laisser libre à un enfant qui n'a pas développé sa volonté, c'est trahir le sens de la liberté. C'est-à-dire que la liberté, c'est pas quelque chose qu'on donne comme ça d'emblée. Il faut d'abord développer sa volonté et savoir ce que l'on veut. Et quand on sait ce qu'on veut, on peut être libre. Il y a une phrase que Maria Montessori avait reprise, je crois que c'est dans L'Esprit absorbant, où il y a un inspecteur qui visite une de ces écoles et l'inspecteur dit à un enfant, alors vous faites tout ce que vous voulez. Et l'enfant il répond, non, on fait pas tout ce qu'on veut, on veut tout ce que l'on fait. Et c'est un enfant qui répond ça. Et c'est vraiment, on veut tout ce qu'on fait. Donc c'est vraiment la volonté qui nous permet d'agir. Je pense que c'est celle-là quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est vrai. Regarde bien. Regarde bien la plus longue. C'est laquelle? Voilà. Ensuite, regarde Robin avant de choisir. Merci Robin. Super. Alors tu vois, demain ou tout à l'heure, tu pourras refaire ce travail. T'as pas besoin de moi, tu peux le faire tout seul. Pour les ranger, il faut commencer par la plus grande. Un jour, elle était là, et ça, elle le raconte dans la pédagogie scientifique, et elle faisait manipuler les lettres rugueuses à un grand enfant de San Lorenzo, et elle avait un petit qui l'embêtait, et elle lui tend un morceau de craie, ils étaient sur la terrasse en haut parce qu'il faisait beau. Patricia Spinelli. Elle lui tend un morceau de craie en lui disant, tiens, dessine une cheminée sur le ciment par terre sur la terrasse. Et bon, il prend sa craie, le petit garçon, puis voilà, il fait quelque chose, et à un moment, il lui tire la robe, et il lui dit, regarde, j'écris. Elle tourne la tête, pensant voir ou un cribouillis ou un dessin, et pas du tout. Elle voit effectivement le petit qui avait écrit camino, c'est-à-dire cheminée en italien. Et puis il continue, mano, etc. Il continue à écrire comme ça des mots, et tout en disant j'écris. Alors tous les autres enfants sont accourus, et dans les jours qui ont suivi, d'autres enfants de 4 ans se sont mis à écrire. Et alors là, elle n'a rien compris, hein. C'est-à-dire, elle s'est demandé vraiment ce qui se passait. Alors, elle était quand même scientifique, Maria Montessori. Et en bonne scientifique, elle s'est interrogée sur le phénomène. Elle s'est dit, c'est pas magique, ça ne tombe pas du ciel, il y a forcément une explication à ça. C'est ça qui donne envie aux gens à l'extérieur de Rome et même plus loin, de venir s'intéresser. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on venait voir quelle était donc cette école où les enfants apprenaient spontanément à écrire puis à lire. Ce qu'elle avait remarqué aussi, c'est que les immeubles se transformaient. C'est-à-dire que non seulement ils avaient été réhabilités, mais elle voyait arriver aux fenêtres des pots de fleurs. Par les enfants, quelque chose se transformait. Et c'est là aussi où elle a pris conscience de la force des enfants comme agents de transformation de la société. Au premier abord, je ne voulais pas leur apprendre à lire, à cause du préjugé que je partageais avec tout le monde, que les enfants étaient trop jeunes. Mais je leur ai donné un alphabet. Puis cela a été quelque chose de nouveau pour moi aussi. Je leur ai analysé les mots et montré que chacun des mots avait un symbole qui le matérialisait. Ce fut alors qu'eut lieu l'explosion de l'écriture. Tout est fulgurant chez Montessori, quand même. Pratiquement tout ce qu'on appelle la pédagogie pour la maison des enfants, c'est élaboré. Donc 2 ans. Et puis elle va écrire son premier livre, La première pédagogie scientifique. Alors elle va superviser l'ouverture de beaucoup d'écoles, parce qu'en fait, il y a dès 1908 à Milan s'ouvre une école, après c'est Naples, après c'est... Voilà, ça prend comme une traînée de poudre en Italie, et puis à l'international aussi. Et en 1913, elle va faire son premier cours international. Et là, il y a des centaines d'étudiants qui vont venir du monde entier pour suivre ce cours-là. Elle s'est fait connaître par San Lorenzo, par cette première école? Je pense, oui. Il y a un vrai développement spontané. Alors nous avons vu des enfants, par exemple, qui s'intéressent énormément à la mathématique. Ils peuvent apprendre l'algèbre
Ils font des opérations d'arithmétique énormes. Ils s'intéressent à leur langue de façon qu'ils aiment la grammaire. Et j'ai connu un enfant qui a fait l'analyse grammaticale d'un livre, du commencement jusqu'à la fin. Ils aiment tellement l'exactitude dans toutes les façons. Quand elle est arrivée aux États-Unis en 1913, en décembre 1913, Alexandre Moreau. Elle a été voir le président des États-Unis. Enfin, elle a vu Edison, Graham Bell, qui avait fondé l'association Montessori aux États-Unis. Enfin, c'est quelqu'un, on se rend pas compte, mais qui avait une notoriété absolument spectaculaire, quoi. Donc, elle était, acclamée. Tout le monde voulait la voir. Aux États-Unis, ils avaient comme projet d'installer la pédagogie Montessori dans tout le continent. Lettre de Maria Montessori à Mario Montessori, en partance pour les États-Unis, samedi 29 novembre 1913. Nous sommes seuls au milieu de la mer. Elle a 6 kilomètres de profondeur, mais sa grandeur nous isole de la terre dans des distances démesurées. Nous sommes tous silencieux, enfermés dans nos cabines. Nous attendons. Il y a ceux qui souffrent et ceux qui sont terrifiés. Mon enfant, toi, que fais-tu ? Je me console en sachant que tu dors dans la petite chambre que je t'ai offerte. Dors tranquillement, mon chéri, mon saint préféré. Pries-tu toujours ? Oui, mon chéri. Pour moi, c'est le moment de souffrir, mais pas de mourir. Je vais à la guerre pour conquérir tes droits. Que Dieu te bénisse et qu'il me donne toutes les peines, et à toi toutes les joies. Elle récupère son fils Mario tard. Quand il a 12 ans. Et en fait, on pense que... Donc, elle le récupère juste après la mort de sa mère à elle. Est-ce qu'il faut y voir justement un lien avec la mort de sa propre mère ? Ben donc, c'est ça, on n'est pas sûr, mais certaines personnes pensent que vu que Renilde avait tellement encouragé sa fille à entreprendre la médecine, à poursuivre sa carrière... Martine Gilsoul. Et donc, à ne pas prendre soin de son fils... Certaines personnes pensent que, avec la mort de sa mère, Maria Montessori ose reprendre son fils, qui à cette époque a 12 ans. Donc, il était à ce moment-là dans un pensionnat à Florence. Et donc, elle le récupère chez lui, ce qui n'a pas non plus été facile, parce que, voilà, il avait 12 ans. Et donc, dans son voyage en Amérique, dans plusieurs lettres, on voit que c'est un peu un bonheur retrouvé et qu'il faut reconstruire. Je pense que pour elle, ça a quand même été aussi un sentiment de culpabilité, parce qu'elle devait savoir combien son fils avait souffert de ne pas avoir une maman qui s'est occupée de lui vraiment. C'est vrai que c'est le grand paradoxe de sa vie, mais elle était sans doute effectivement Charlotte Poussin, convaincue qu'elle était habitée par une mission qui la dépassait. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'elle a toujours dit, c'est que chaque être a une mission qui le dépasse et qui est une passion dévorante en réalité. Je pense qu'elle a tout de même eu une relation très fusionnelle avec son fils, malgré les 17 premières années de sa vie, pendant lesquelles ils ont été assez éloignés géographiquement. Je pense qu'elle s'est rattrapée après avec lui. Il va devenir son disciple quelque part, hein, et c'est lui qui va reprendre la relève après sa mort, hein, en 52. C'est lui qui va vraiment reprendre et qui va élaborer un peu tout ce qui existe aujourd'hui, parce que Maria Montessori, de son vivant, n'a jamais mis en place les centres de formation. C'est elle qui donnait les formations, et rien que elle. J'ai consacré ma vie à la recherche de la vérité. Et malgré 40 années de travail, l'enfance m'apparaît toujours comme une source intarissable de révélation, et dirais-je même d'espérance. L'enfance m'a révélé l'unité de l'humanité. Les enfants parlent tous plus ou moins au même âge, quelle que soit leur ethnie, leur milieu ou les circonstances. Ils marchent, perdent leurs dents à certaines périodes déterminées de leur existence. Dans certains autres domaines, en particulier dans le domaine psychique, ils présentent les mêmes caractères, les mêmes sensibilités. Les enfants sont les créateurs de l'homme qu'ils construisent. Ils prennent et assimilent la langue, la religion, les coutumes et les caractéristiques non seulement de l'ethnie et de la nation à laquelle ils appartiennent, mais aussi de la région délimitée dans laquelle ils grandissent. L'enfant se développe avec ce qu'il trouve autour de lui. Si ce qui est à sa disposition est pauvre, son œuvre sera pauvre. Dans la civilisation actuelle, l'enfant en est réduit au glanage.
Pour se construire, il prend au hasard ce qu'il trouve dans son environnement. L'enfant est le citoyen oublié. Et pourtant, si les hommes d'État et les éducateurs réalisaient un jour la force vertigineuse que représente, en bien ou en mal, l'enfance, je crois qu'ils leur accorderaient la priorité sur toutes les autres questions. L'homme est le seul responsable de ces problèmes. S'il est négligé dans sa propre construction, aucun problème ne sera jamais résolu. Il n'existe pas d'enfants bolcheviques, fascistes ou démocrates. Ils deviennent ce que les circonstances ou leur entourage font d'eux. Aujourd'hui, lorsqu'en dépit des terribles leçons des 2 guerres mondiales, l'avenir s'annonce plus sombre que jamais, j'ai la certitude qu'outre l'économie et l'idéologie, il est un autre domaine à étudier, celui de l'homme. Pas celui de l'homme adulte qui reste sourd à tout appel, économiquement menacé, emporté dans un tourbillon d'idées contradictoires, il se jette tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. C'est l'homme, au commencement de sa vie, qui doit mobiliser la science, l'enfant qui se construit en respectant les lois naturelles de son développement. C'est seulement ainsi que l'on peut espérer créer une meilleure structure sociale et une meilleure entente internationale. Elle disait clairement que le système politique que vous mettez en place, le système économique que vous mettez en place, n'a absolument aucune importance tant que vous ne réformerez pas les humains à l'intérieur. De toute manière, les gens tricheront avec le système s'ils sont incapables de se contrôler eux-mêmes. Et c'est une leçon que les Grecs nous avaient transmise 2500 ans avant. Je veux dire, les Platon disait déjà que tant que les hommes seraient esclaves de leur passion, alors ça ne sert à rien de les rendre libres. Donc les problèmes qui ont traversé l'humanité sont des problèmes, j'ai envie de dire, de nos propres défaillances, de nos propres faiblesses. Et je ne sais pas si la pédagogie Montessori est la seule qui a les réponses, mais c'est évident que la réponse de Maria Montessori disait « Intéressez-vous aux humains avant de vous intéresser au système ». Et ensuite, les choses changeront par elles-mêmes. Et du coup, le grand objectif de son approche, c'est la paix intérieure pour qu'il puisse y avoir une paix entre les hommes. C'est très humaniste, en fait. C'est vraiment une vision d'une humanité en progrès qui lutte dans des circonstances difficiles, mais qui lutte vers quelque chose de meilleur. Et si on arrive à planter en chaque enfant un germe de paix, on a tout de même beaucoup plus de chances qu'il puisse y avoir, à terme, plus de paix entre les hommes. Elle pensait vraiment que l'éducation était la meilleure arme pour la paix. Elle disait, la politique peut éviter la guerre, mais l'éducation peut préparer la paix. Si des enfants au sein d'une famille, au sein d'une classe qui forment une communauté, arrivent à être en paix entre eux, et surtout si les conflits entre générations s'apaisent, si on arrive à cesser de transmettre une certaine violence éducative, sous prétexte qu'on en a reçu enfant, si on arrive à rompre ce cycle de transmission de la violence, alors on a un espoir de paix. Et je pense ça, que c'est ce qu'elle essayait. c'est ce qu'elle essayait de transmettre. Cette éducation à la paix. Et elle avait toujours une manière de présenter aux enfants l'histoire de l'univers, l'histoire du monde, d'une manière qui était centrée sur l'homme. C'est vrai que c'est tout de même une vision très centrée sur l'homme, au service tout de même de la nature et d'un ensemble qui le dépasse. Donc c'est une vision assez holistique. Je crois en effet que nos temps réclament urgemment la formation de personnalités moralement fortes et équilibrées. Il faut protéger l'homme dès l'enfance. Mon expérience démontre qu'il y a des lois de développement psychique qu'il faut respecter et suivre pour assurer la santé de l'esprit. Le monde entier doit se lever en défense de l'enfant, parce que de lui dépend le bien ou le mal de la société de demain. L'enfant représente la possibilité plus pratique de sauver et de faire avancer la civilisation. Elle a vécu comme 2 guerres mondiales, c'est quand même considérable, donc forcément, elle était très attachée à cette notion de paix. Et donc, elle a travaillé, en fait, sur cette question de la paix. On l'a invitée dans les années 30, en fait, donc je crois que c'est en 33 ou 34 qu'elle a commencé à donner des conférences sur la paix. Donc, sans doute après son exclusion de l'Italie par Mussolini. Comment elle est reçue par les gens dans ces conférences ?
Ah ben c'est toujours en fait des ovations. Elle est acclamée. Ah oui, elle est acclamée. C'est absolument incroyable. Oui. Et je crois qu'à Londres, sa conférence en 46, il y avait pas loin de 1000 personnes à ses conférences. C'était vraiment incroyable. On se rend pas compte à quel point elle était une femme très importante, quoi. Elle est contrainte à un moment donné de quitter l'Italie. Quelle est sa relation avec Mussolini? Quand Mussolini arrive au pouvoir, Mussolini était un instituteur. Je pense que Maria Montessori a cru au début, vraiment, en toute bonne foi, que ça allait être pour elle l'occasion de pouvoir établir comme un réseau d'écoles Montessori en Italie. Si elle l'a fait, elle était sûrement consciente qu'il y avait des difficultés et des risques, mais je pense qu'elle l'a fait pour le bien de l'enfant. Et en même temps, Mussolini, qui voyait le succès de Montessori dans le monde, pensait que lui pouvait aussi en tirer bénéfice. Et donc, de montrer que Maria Montessori était italienne, ça pouvait être aussi pour la gloire du fascisme. L'époque est très compliquée. Philippe Mérieux. Les grands pédagogues de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle, à laquelle participait Maria Montessori, et qui se sont réunis pour la première fois au congrès de Calais en 1921, ils n'en sont pas clairs à l'égard du fascisme qui monte. Ils ne le voient pas tout de suite dans ces dangers intrinsèques. Certains même, parmi eux, voient dans le fascisme, dans l'exaltation d'une forme de tradition, de retour à la terre, de réhabilitation du corps, etc., voient une forme de convergence avec l'éducation nouvelle. Alors, évidemment, ça va pas durer, mais on mettra un certain temps quand même pour trier le bon grain et livrer. Avec les années, c'est clair que les rapports entre eux deux commencent à se détériorer. Parce que, comme on l'a dit, la personnalité de Maria Montessori était ce qu'elle était, et puis elle se rend compte surtout que ce qui importe à Mussolini, c'est d'utiliser les écoles Montessori. Et donc elle dit, je me suis rendu compte que le régime voudrait faire les écoles Montessori sans les Montessori. Elle a toujours dit qu'elle était apolitique, elle. Elle voulait être au-dessus de ça, justement. Elle a défié Mussolini en refusant la proposition qu'il lui faisait d'être ambassadrice des enfants. Et elle a dit non, moi je ne veux pas parler autrement qu'au nom de l'association Montessori internationale. Donc je ne suis le porte-parole que de moi-même. Et en cela, elle l'humiliait. Et lui, il a décidé du jour au lendemain de fermer toutes les écoles Montessori en Italie. Et toutes les structures qui, de près ou de loin, étaient liées à son approche. Après avoir eu différents déboires avec le régime, elle donne sa démission de l'Opéra Montessori, dont Benito Mussolini était le président honoraire. Le jour suivant, c'est Mario qui donne sa démission, et puis elle comprend qu'il faut qu'elle quitte l'Italie parce que donc elle est suivie par les services secrets. Ses décisions sont toujours refusées. On ne tient pas compte de son opinion, et donc voilà, elle quitte l'Italie pour aller en Espagne. Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Elle était, c'est vrai, très en mouvement, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Et là, pareil, elle a aussi fui l'Espagne au moment où Franco est arrivé. Elle est partie aidée par des amis sur un bateau de guerre. Elle est arrivée en Angleterre, une sorte d'itinérance, de parcours initiatique jusqu'à une terre d'accueil qui a été la Hollande pour elle, les Pays-Bas. Une famille d'accueil aussi qui l'a beaucoup aidée, la famille Pearson. Elle ne pouvait pas rentrer en Espagne quand la guerre civile a commencé en 1936. Renilde Montessori, petite fille de Maria Montessori. Alors, elle ne savait pas où aller. Il y avait beaucoup de pays où elle pouvait aller. Alors, une étudiante, elle donnait un cours à Londres. Et une des étudiantes, qui s'appelait Ada Pearson, une jeune dame de 23 ans, quand le cours allait finir, elle a téléphoné à ses parents, elle a dit « Est-ce que Maria Montessori peut venir chez nous parce qu'elle ne peut pas rentrer en Espagne ?» Alors toute la famille est descendue sur les parents de la pauvre de Ada, qui est devenue en 1947 ma belle-mère. Mon père l'a mariée, c'est sa deuxième femme. Et c'est comme ça qu'elle est allée finir
en Hollande. Ça a été vraiment son dernier pays. Sauf qu'en 1939, elle est partie en Inde pour 6 mois, elle est restée 7 ans. Elle y arrive au moment de la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. Avec toute sa famille, elle part ? Elle part avec son fils. Et elle est citoyenne italienne. Ils arrivent dans un pays du Commonwealth, anglais donc. Il a été emprisonné, lui, je crois, en Inde. Je pense que c'est Gandhi qui a fait libérer son fils en disant qu'il était inoffensif pour la guerre, enfin qu'il n'y avait rien à voir. Et il est revenu rejoindre sa mère, le jour de son anniversaire d'ailleurs. Elle est assignée à résidence avec son fils. Elle a vécu une succession d'événements dans une période historique extrêmement troublée, mais en gardant toujours un certain détachement. En Inde, par exemple, quand elle a appris qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle, qu'elle était en quelque sorte prisonnière, je pense qu'elle a été très frustrée. Et puis, une certaine forme de paix intérieure lui a finalement permis de vivre une des périodes les plus paisibles de sa vie. Puisqu'elle était très bien entourée, avec beaucoup de personnes convaincues par son discours. Et finalement, elle a eu là une période très paisible où elle a vraiment pu observer énormément les enfants en bas âge et les adolescents. C'est une période à laquelle elle a vraiment posé un regard particulier sur ces 2 étapes de l'âge, de la vie. Et finalement, elle a passé de belles années où elle a beaucoup appris, beaucoup recherché et beaucoup transmis. Lettre à Maria Marini, 31 décembre 1945. Nos cours, qui au début étaient destinés aux enseignants, furent aussi fréquentés par les professeurs et des médecins. De toutes parts, on demande des cours de formation en Inde. Moi, je suis fatiguée. Ma tête va bien, mais mes jambes sont mauvaises. Le matériel qui avant était limité est maintenant très riche. Nous avons vécu exclusivement au milieu des Indiens. Aujourd'hui, par exemple, à une garden party, Mario était habillé comme un Indien. J'ai bien oublié mes vêtements noirs. Je m'habille en blanc, là où il fait chaud, et de toutes les couleurs possibles quand le climat n'est pas trop tropical. Je serais drôle si je venais ainsi en Europe. Cela fait des années que je ne porte ni chapeau, ni gants. Je vais toujours en cheveux, avec mes cheveux blancs, comme les femmes du peuple. J'ai des habits verts, rouges, jaunes, roses, avec des motifs ou à fleurs, des voiles et des étoles, des sandales et des escarpins avec la pointe rehaussée. Peux-tu imaginer ta vieille amie ainsi ? Et après l'Inde, alors qu'est-ce qui se passe pour elle, Charlotte Poussin ? Après l'Inde, on est déjà au seuil de sa vie, puisqu'elle est rentrée en Hollande et ensuite elle n'a vécu que quelques années, qui ont été des années de voyage, encore une fois, puisqu'après ce long séjour de 7 ans en Inde, elle est tout de même retournée une fois en Inde, quelques mois. Elle est allée aussi au Pakistan, avant d'écrire son dernier livre, L'esprit absorbant de l'enfant, et de s'éteindre, après avoir été ovationnée à l'UNESCO, après avoir été décorée de la Légion d'honneur en France, décorée aussi d'un ordre prestigieux aux Pays-Bas. Mais elle est tout de même partie très discrètement, malgré ces 3 événements. Et puis elle a aussi été nominée 3 fois pour le prix Nobel de la paix, juste nominée. Voilà, donc c'était tout de même avec une certaine notoriété, mais une certaine discrétion. Et je pense qu'effectivement, sa période de sa vie a été très humble. Peut-être pas en Inde, où là, elle avait peut-être un côté un petit peu gourou. En tout cas, elle était considérée comme un mentor par certains. Mais je pense qu'à la fin de sa vie, elle était très humble. Et certains disent, et elle l'a écrit d'ailleurs, qu'elle était aussi assez triste, parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas forcément été comprise. Elle dit beaucoup d'écoles Montessori portent mon nom, mais ils ne vivent pas l'esprit qu'il faudrait vivre. Et puis elle dit aussi, je montre la lune et beaucoup regardent mon doigt. Donc, je pense qu'elle a vraiment fait tout ce qu'elle pouvait, tout ce qui était en son pouvoir, mais elle se rend compte que c'est quelque chose qui la dépasse. Ils sont nombreux ceux qui ne m'ont pas comprise et croient que je suis une sentimentale romantique, qui rêve seulement de voir les enfants, de les embrasser, de leur raconter des histoires et que je visite toutes les écoles pour les contempler, les dorloter et leur donner des bonbons. Généralement, ils m'ennuient. Je suis une chercheuse scientifique rigoureuse, pas une lettrée idéaliste comme Rousseau, et j'essaye de découvrir l'homme dans l'enfant, de voir en lui le véritable esprit de l'homme, le dessein du Créateur, la vérité scientifique et religieuse. Les dernières années de sa vie, elle disait proprio non hanno capito niente, non? Ils ont rien compris, parce que tout le monde l'a vu comme une méthode d'éducation,
comme une chose pour aider à des maîtres à éduquer les enfants, pour faciliter la tâche des éducateurs. Et ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de discussions sur ce mot méthode. Beaucoup de gens disent la pédagogie Montessori est une méthode et il y a des personnes que ça offusque. Alors moi j'ai fait une petite recherche étymologique et j'ai regardé ce que ça voulait dire méthode. Méthode, ça vient du grec met, qui suit, et odos, le chemin, la voie, le moyen. Donc ça désigne une poursuite rationnelle, une recherche d'une voie, c'est-à-dire d'une manière de faire. Et on peut dire que Montessori en cela est une méthode. C'est une quête pour agir au mieux auprès des enfants. Et la démarche de Maria Montessori a en plus débouché sur un ensemble de principes propres à faciliter les apprentissages et le développement harmonieux des enfants. Et en cela aussi, c'est une méthode. Mais ce que certains dénoncent dans l'emploi du mot méthode, c'est le sous-entendu erroné qu'il s'agit d'une recette qu'on applique et d'une technique. C'est aussi ce que les gens cherchent un peu. C'est malheureusement ce que les gens cherchent. Et en réalité, sa méthode à elle, c'est de ne pas suivre une méthode. Il faut se rappeler une chose, et ça c'est une chose qui vraiment a été oubliée dans les dernières années, que le mouvement Montessori n'est pas commencé comme un mouvement pédagogique, plutôt un mouvement social. Et cet aspect social a disparu. Quand je suis entrée dans le travail Montessori, j'ai découvert qu'il existait seulement des écoles Montessori et des centres de formation Montessori. Mais cette dimension énorme qu'il y avait avant, surtout quand elle vivait encore, il venait beaucoup de personnes à ses cours, qui étaient des médecins, psychiatres, psychologues, sociologues, toutes les personnes qui devaient travailler avec l'être humain. Alors, c'était très clairement un mouvement social. Elle voulait changer la société par l'éducation. Elle a transmis son message. Elle l'a vraiment transmis. Ça n'a pas été une bulle. Alors effectivement, en France, il y a eu des hauts et des bas. Mais il y a des pays où ça ne s'est pas arrêté. Il y a tout de même des pays, c'est important de le souligner, où l'éducation nationale est très inspirée, voire très empreinte de pédagogie Montessori. Notamment dans le pays dans lequel elle a fini sa vie, aux Pays-Bas, où il y a des écoles Montessori publiques, gratuites, où on peut suivre une scolarité Montessori de la maternelle à la terminale. Alors qu'est-ce qui fait peur en France ? Ce qui fait peur, c'est la liberté intérieure, et puis surtout, ça fait effectivement des enfants qui vont devenir ce qu'ils deviendront et non pas ce qu'on veut qu'ils deviennent. Alors que nous, on est dans une logique, en ce moment, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'agronomes, on a besoin de ci, on a besoin de ça. On est dans une logique très dirigiste. On veut fabriquer, modeler la société en fonction des besoins qu'on a, alors que on ne sait absolument pas à quoi ressemblera le monde de demain. Et c'est ce qu'elle disait, n'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas à quoi ressemblera le monde qui sera le leur. Et de fait, dans 30 ans, à quoi ressembleront les métiers ? On en a une vague idée, mais je pense qu'on sera très surpris. Et justement, s'il y a quelque chose à transmettre aux enfants, c'est cette capacité d'adaptation et d'auto-détermination. Plus l'auto-évaluation est importante, plus l'enfant a un moteur intérieur et suit son élan intérieur. Et là, je pense que c'est ça qui caractérisait Maria Montessori. Elle avait ce moteur intérieur. Elle suivait son fil, sa mission, sa vocation. Je crois qu'on peut appeler ça comme ça. Maria Montessori, le mystère de l'enfant. Merci à Patricia Spinelli, Charlotte Poussin, Alexandre Moureau, Philippe Mérieux, Adrien Roche, Christian Maréchal, Martine Gilsoul et Alexander Rémy. Un grand merci aux enfants de l'école Montessori Jeanne d'Arc de Roubaix. Documentalistina Manuela Dubessy, traduction des textes inédits Martine Gilsoul, avec la voix de Aurélia Petit. Prise de son Thomas Robin, Jean-André Gianecchini, Laurent Macchietti. Mixage Valérie Lavalard. Attachée de production Claire Poinsignon. Coordination Irène Emelianenko. Un documentaire de Johanna Bedeau réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture.
Dans quelques instants, rendez-vous avec Étienne Klein pour la conversation scientifique. Et samedi prochain à 15h, Une vie, une œuvre sera consacrée au leader de Nirvana, Kurt Cobain.